Bonjour à tous et bienvenue à ce 11e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Maria Mourani, qui est criminologue, sociologue, autrice, présidente de Mourani Criminologie et Crime Protex, et également chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Alors, bonjour, Madame Mourani. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler de réduction des méfaits avec vous. Et la raison pour laquelle j'ai envie d'aborder ce sujet-là, c'est que c'est une approche, en fait, qui sous-tend plusieurs politiques publiques au Québec, au Canada, entre autres, et qui pourtant est assez méconnue du grand public. Donc, j'aimerais un peu faire la lumière avec vous sur ce sujet-là. Dans un premier temps, j'aimerais vous proposer peut-être pour nous là, de définir en termes simples un peu ce qu'est l'approche de réduction des méfaits et de tracer un peu l'historique de cette approche-là chez nous. Très bien. Alors, en fait, cette approche, elle nous vient de l'Europe dans les années 80 à peu près, qu'elle a émergé en Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne aussi. C'est une approche qui a émergé à la suite des contaminations du sida, de la propagation du sida. Essentiellement, à cette époque-là, ils ont constaté que les toxicomanes, précisément, outre les homosexuels qu'ils avaient identifiés, mais aussi les toxicomanes, étaient des porteurs du VIH, se mettaient à risque d'être contaminés parce qu'ils échangeaient des seringues. Et donc, pour pallier à ce problème-là, cette approche-là a émergé. Et comme son nom l'indique, en Europe, on l'appelle plus gestion du risque, des risques. Chez nous, c'est gestion des méfaits, réduction des méfaits. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment, on ne s'attaque pas au problème en tant que tel, c'est-à-dire la toxicomanie. Si on prend l'exemple de la toxicomanie, on ne s'attaque pas à la toxicomanie. On s'attaque ce qui, les ressacs, les effets, pas les effets, j'aime pas le mot, mais les problèmes secondaires entourant la toxicomanie, dont les maladies, ou que ce soit les maladies, que ce soit les surdoses, etc. Donc tout ce qui pourrait émerger de manière secondaire suite à de la toxicomanie, si on prend l'exemple de la toxicomanie. Donc le nom réduction des méfaits veut dire qu'on réduit les problèmes liés à la toxicomanie et non pas qu'on règle le problème de toxicomanie, ce qui pour moi est un problème en soi. Mhm. C'est-à-dire que dans les années 80 qu'on ait eu, et c'est tout à fait correct, qu'on ait eu cette approche-là en se disant on va régler le problème du sida, on va régler les problèmes de surdose. Actuellement, c'est plus les surdoses. Puis pour les maladies contagieuses, VIH, hépatite, etc., ça a fonctionné. Mhm. Ça a totalement fonctionné, cette approche-là. Pour les surdoses, pas sûr. Faudrait qu'on me le démontre parce que on le voit actuellement, on a des gros problèmes à Vancouver, des gros problèmes chez nous, particulièrement à Montréal, sur les surdoses. Et on a des sites d'injection, on est dans la réduction des méfaits, ça n'a pas réglé les surdoses. Pour les maladies, je pense que ça a été efficace. Et en quoi ça consiste? C'est ça, c'est distribution de seringues, distribution même de méthadone, et dans certains pays, ça peut aller même jusqu'à distribution d'héroïne, Dans certains pays européens, ça va jusque là. Euh, et, et, et donc, on met en place un système qui permet de consommer de manière sécuritaire. Si on a à le vulgariser, c'est un petit peu ça. Et en même temps, on met sur pied des mesures du support au niveau de l'intervention. Et si tu veux arrêter, c'est là que on va te référer. Donc, il n'y a pas d'action, je dirais, ce n'est pas le but de la réduction des méfaits d'amener les gens à arrêter de consommer. C'est plutôt de les amener à consommer de manière sécuritaire. C'est là que moi je décroche en passant. Mhm. Et en même temps, lorsqu'on a
on a autorisé des sites d'injection au centre-ville, là, par exemple, euh, on, on a un petit peu euh, mis en place un système sans penser à tout ce qui pourrait être comme conséquence secondaire dans le quartier. Donc, on n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour pallier à ces conséquences secondaires-là, et on voit ce que ça fait. Mhm. Euh, donc, dans le fond, si je comprends bien, vous parlez de réduction des méfaits, mais c'est pour la clientèle. Dans le fond, c'est pour les consommateurs. Est-ce que, puis là, c'est une question qui peut-être est un petit peu difficile à Ouais. répondre, mais est-ce que les méfaits sont réduits également pour la population? Vous l'avez esquissé un peu la réponse. Donc, est-ce qu'on réduit les méfaits pour les gens qui sont autour? Pas du tout. Pas du Hmm. tout. Moi, il faudra me le démontrer, là. Pas du tout. Et lorsque les citoyens sont contre le fait qu'il y ait des sites d'injection, je les comprends. Je les comprends. Parce que ce qu'on constate actuellement, et puis je comprends ceux qui disent, oh, c'est le syndrome du pas dans ma cour, etc. Je comprends. Moi, je me mets un petit peu euh, au milieu, puis j'écoute les deux bords. J'écoute pas juste un bord. J'écoute les deux bords. Autant des citoyens qui peuvent se plaindre, autant des gens dans l'intervention qui disent ouais mais il faut bien les mettre à quelque part ces sites-là et puis c'est encore le fameux syndrome. Donc deux solitudes Mhm. qui ont tous les deux raison d'une certaine manière. Alors il faut regarder ça d'un point de vue plus objectif et je vous dirais la population a raison de dire qu'elle veut pas ça dans sa cour parce qu'on l'a vu ce qui se passe dans les quartiers des spectacles maintenant. Il y a des gens qui peuvent pas rentrer chez eux parce que il y a du monde sur leur perron de porte en train de vomir ou carrément halluciner parce qu'ils sont en manque ou ils sont en psychose à cause des produits qu'ils prennent, sans compter ceux qui sont violents, qui ont des armes blanches. Euh, donc, et les gens ne vont plus ils ont plus le goût d'aller dans ces zones-là. Donc, on voit une dépréciation des quartiers, une paupérisation des quartiers. Ça vient avec. De l'autre bord, ils ont raison. Si on veut faire en sorte de contrôler d'une certaine manière les surdoses, malgré qu'il faudra m'expliquer vraiment basé sur des données comme quoi ça a vraiment diminué les surdoses, ce qui est faux parce que Vancouver est le plus bel exemple à ne pas suivre d'ailleurs. Et je comprends qu'il faut des places où on peut gérer tout ça. Maintenant, lorsqu'on décide de mettre ces sites-là, il faut aussi mettre en place des mesures qui permettent à ces personnes-là, aux citoyens qui vivent là-bas et même aux gens qui travaillent dans ces sites-là, de pouvoir faire leur travail en toute sécurité, ce qui n'a pas été fait. Et Hmm. c'est pour ça qu'on voit ces débordements, notamment dans le quartier du spectacle. Mhm. Et je vous dirais, moi, là où je décroche de cette approche-là, c'est que techniquement, il faudrait qu'elle soit jumelée à une autre approche qui est celle justement d'être beaucoup plus proactif dans la manière de diriger les gens vers des désintoxications, vers des traitements, parce que moi je trouve que ce que permet cette approche de la réduction, c'est d'avoir accès à cette population euh, de toxicomanes. Ça permet justement d'être en contact avec eux. Donc sur ça, c'est un bon point. Ça permet, oui, de gérer d'une certaine manière les propagations de maladies. Ça permet, oui, de faire en sorte que ces personnes-là ne se tuent pas. Donc tout ça, on est d'accord avec. Comment on peut ajouter une coche en plus? Comment on peut bonifier cette approche-là en disant, bon ben voilà, lorsqu'on a des sites d'injection, lorsqu'on a des espaces où ces personnes-là sont rejointes, ben on a des intervenants dont le seul but est de les amener à se faire désintoxiquer, à faire des traitements, à participer à des thérapies, etc. Parce que, vous savez, c'est ça qui est très triste. La grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens se droguent. Mhm. Tout part de là. Quand on part de cette analyse-là en se disant pourquoi les gens
on arrive à s'intoxiquer au point de créer une chaîne qui est la dépendance, parce que c'est ça, hein, la chaîne. Moi, j'ai des toxicomanes en suivi et qui sont en sortie, hein, c'est-à-dire qui sont dans le maintien d'abstinence et qui me disent au fond, c'est une chaîne la drogue que on s'attache à quelque Mhm. chose. Mais en même et ça c'est la dépendance. Mais qu'est-ce qui fait qu'on commence à consommer? Il y a plusieurs raisons et les raisons sont multiples. Mais il y a une raison qui moi m'a beaucoup touchée, c'est celle de comment je peux vous dire? C'est le mal de vivre. Mhm. Vous savez, il y a des gens qui vont consommer pour le fun, pour les parties, le plaisir, etc. Ce ne sont pas forcément des toxicomanes. C'est des gens qui vont euh, ajouter la drogue, et on peut être d'accord ou pas, chacun ses valeurs. Ils vont mettre la drogue dans des moments de party, d'amusement. Certains même vont associer la drogue avec des relations sexuelles, etc. Et tout et aussi longtemps qu'ils contrôlent leur consommation, tout va bien. Ils sont capables d'aller travailler, ils sont capables de fonctionner. Le problème, là où il arrive, enfin, le problème émerge quand la relation au produit devient viscérale au point de créer une dépendance. C'est-à-dire que sans ça, je ne suis plus capable de m'amuser. Mhm. Alors là, on tombe sur un autre schéma. Sans ça, je ne suis plus capable de vivre. Et c'est le mal de vivre, en fait. Le mal de vivre. Et ça, on n'en parle pas, on le traite pas. Tout ce qu'on fait, c'est donner de la drogue aux gens avec des aiguilles propres. On n'essaye pas d'aller voir parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les ressources, parce que c'est même pas notre approche. Mhm. On va écouter, je dis pas qu'on n'écoute pas, on va écouter, oh, si tu veux te faire traiter, on va t'aider à te trouver des places où tu peux aller faire des thérapies, etc. Et puis on fait des thérapies, puis on rechute, puis on fait des thérapies, puis on rechute. Mhm. Mais moi, ce que j'ai constaté avec la drogue, c'est ce mal de vivre-là qu'on n'adresse pas, qu'on traite pas, ou si peu, hein. Et au fond, moi, ce que je me dis, c'est que oui, on peut traiter le corps, on peut traiter l'environnement, mais on doit aussi traiter l'âme. Mhm. Mais pour ça, il faut y croire. Et je ne pense pas que tout le monde croit à ça. Alors, dans le système, la manière dont il est fait, il n'a pas une approche holistique. Moi, je suis beaucoup pour les approches holistiques. Et paradoxalement, la plupart des clients que j'ai, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils recherchent une approche holistique. Ils veulent qu'on leur parle de leur âme. Ils veulent qu'on leur parle de leur souffrance intérieure, une souffrance qui va au-delà du cognitif, qui va au-delà de l'environnement, qui va même, qui rentre dans la chair en fait, Mhm. qui imprègne chaque cellule de leur corps. Et ils prennent de la drogue pour anesthésier leurs émotions, pour anesthésier leurs cellules, leur corps, Mhm. et même pour anesthésier leur âme. Même certains me disent, je préfère être dans un état de zombie pour même plus savoir que j'existe. Et lorsqu'on creuse, on découvre quoi? On découvre des agressions sexuelles, on découvre des violences physiques, on découvre une vie terrible, quoi, qui fait qu'au fond, on s'auto-médicamente avec la drogue. Mhm. On a des maladies mentales non détectées. On a des troubles mentaux non détectés. Les gens se soignent de cette manière-là. Donc, de la même manière que ce phénomène est très complexe, nous avons toutes sortes de raisons que les gens vont consommer et il y a différents mêmes degrés de consommation. Il y a des personnes qui vont fumer un joint de temps en temps, puis ils vont vous faire une première psychose parce que génétiquement, ça Mhm. aussi, il faut en parler. Certains individus ont une propension à développer des psychoses lorsqu'ils consomment de la drogue. Mhm. Et certaines personnes sont génétiquement, ont une propension génétique à la dépendance. Donc, lorsque tu consommes, deux personnes qui consomment de la même manière,
Ceux qui ont des propensions génétiques vont être plus vulnérables. Ceux qui ont une relation particulière au produit vont avoir aussi des vulnérabilités. Alors, si on traite le corps, je veux bien qu'on traite le corps, puis qu'on traite l'environnement, mais il va falloir aussi penser à bonifier malheureusement cette approche qui est, comme vous le dites, mur à mur presque, et qui est vraiment de l'ordre de la santé, quoi. Hein. Mhm. Puis c'est correct que ça soit traité de cette manière-là, mais malheureusement, on est beaucoup dans je te donne des seringues, je te donne de la drogue, de la méthadone, etc. Et puis voilà, t'as-tu besoin d'un coin pour dormir, pour manger? Puis si tu veux être aidé, je t'aiderai. Mais il y a des gens que ils ont besoin que vous leur tendiez plus que la main. Mhm. Ils veulent que vous les poussez un petit peu, juste la petite pousse qui va leur permettre d'aller sur la voie de la libération de ces chaînes qui les embourbent dans le quotidien jusqu'au moment où la dose sera trop forte et ils quitteront cette terre. Mhm. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est bien beau de dire ouais, mais si la personne veut pas, oui, mais il y a un cheminement pour amener une personne à vouloir. Une personne qui est prisonnière de sa drogue, elle peut pas demander de l'aide. Ça prend des années, ça prend euh, une introspection, ça prend des thérapies là pour en arriver à une libération. Mhm. Mais il faut il y en a qui ils ont besoin d'une petite pousse. Et il faudrait pas que ça soit la surdose qui soit la petite pousse, parce que souvent ça va être la surdose qui va faire que la personne va dire non ben là j'ai failli mourir, je pense que j'ai besoin d'être aidé. N'attendons pas ça. Je Mhm. pense qu'il y a un rôle de tous ces intervenants qui travaillent sur le terrain avec les personnes en toxicomanie, mais surtout ceux, je ne parle pas de ceux qui sont dans des organisations qui traitent la toxicomanie. Je vous parle de ceux qui sont dans cette approche de dire je te donne des seringues, je te donne de la drogue, puis ma job elle est faite. Mhm. Non, Mais elle n'est pas est-ce que faite. justement, vous pensez que les sommes qu'on alloue, parce que c'est, bon, je veux dire, c'est des vases communicants, donc ce qu'on fait d'un côté, on ne le fait pas de l'autre, est-ce que vous pensez que c'est équilibré les sommes qu'on alloue de part et d'autre pour, disons, être dans le, le, le fait de soigner ou de guérir une dépendance versus de permettre de ne pas mourir de notre dépendance? Donc, est-ce que c'est équilibré? Ouais. Je vous dirais qu'au Québec, on donne du financement autant dans ces approches plus réduction des méfaits et je suis dans l'approche de dire ouais mais j'ose pas trop. Oui, on donne de l'argent dans ces approches-là et puis on le voit hein, avec tous les sites d'injection et ça coûte très cher hein, ces sites Mhm. d'injection-là. Et de l'autre bord, dans les traitements aussi c'est dur pour moi de vous dire si on en donne plus de l'un, plus de l'autre. Il faudrait que j'analyse les chiffres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au Québec, on y croit. On croit autant au traitement qu'on croit à des approches plus préventionnistes. Le seul problème, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est la jonction, c'est Mhm. le fait comment dire, de faire une fusion entre les approches pour Mhm. qu'il y ait une espèce de fluidité entre toutes ces approches-là, de telle sorte que on part du client, on part de la personne, puis qu'on se dit, OK, cette personne-là, outre la seringue et la méthadone qu'elle a besoin, de quoi elle a besoin? Mhm. Elle a besoin peut-être d'un toit sur la tête, elle a peut-être besoin de manger. Là, on va dans l'autre extrême, c'est-à-dire toxicomanie, itinérance, violence, etc. Puis, de l'autre bord, elle a besoin d'un toit et de manger, mais elle est toxicomane pareil. Puis, c'est autre chose. Mhm. C'est peut-être ce mal de l'âme. Puis, de l'autre bord, c'est aussi le mal de l'âme, mais elle n'est pas rendue là parce que c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est d'abord, tu dois manger, tu dois t'abriter, tu dois être en sécurité, Mhm. puis tu dois avoir un petit sens dans ta vie. C'est l'humain, il est comme ça.
Donc, au fond, dépendamment de la personne, on peut pas avoir une formule pour tout le monde pareil. Donc, au fond, moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on, quel que soit l'organisation, la sphère, que ce soit dans des sites d'injection ou que ce soit dans une organisation qui s'occupe de faire des traitements, c'est de se dire, bon, ben voilà, la personne, elle est là et elle est un tout. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de ça, 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 ça. Où est-ce qu'elle est rendue? Elle est peut-être pas rendue loin dans son cheminement, mais est-ce que moi je peux contribuer à l'aider un petit peu, Mhm. à juste lui faire un petit pouce? Mais ça, vous voyez, cette façon de penser là, le petit push que je veux dire, il, il est difficile à intégrer pour certains intervenants. Mhm. Non, 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 on ne doit pas intervenir, on ne doit pas. Euh, c'est pas une question d'intervention. Je veux dire, c'est pas une question d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. On n'est pas dans ça. On ne peut pas, de toute façon, euh, au Québec, au Canada, on n'est pas dans des thérapies coercitives, là, on se comprend. Mhm. Mais comment on peut aider quelqu'un à cheminer Mais c'est vraiment, sans forcément être dans la contrainte, hein? mhm. Comment on peut? C'est vraiment C'est très ça que intéressant moi que je vous dis qu'il parlier faut. d'âme, puis on entend tellement peu parler de ça, et pourtant c'est à la base du problème. Mais d'ici à ce qu'on change nos pratiques, puis qu'on soit capable de vraiment accompagner les gens dignement, puis de façon holistique, comme vous dites, euh, reste qu'il y a un problème dans nos rues, dans nos quartiers. Vous en parliez un Oui, petit peu tout à l'heure là, du fait que les deux camps ont raison, dans le sens où on veut que les services soient à proximité des gens. Vous parliez du centre-ville, mais il y a eu aussi le cas de l'école primaire là, dans Saint-Henri, Petite-Bourgogne. Est-ce que vous voyez d'un bon œil le fait d'utiliser le zonage, comme par exemple en Ontario, pour peut-être limiter les problèmes ou enfin faire en sorte que la cohabitation est plus facile? oui. Mais moi, je vous dirais, en même temps, faut éviter la ghettoisation. C'est ça le grand problème. C'est que d'un côté, et je comprends parfaitement les parents de dire, j'ai pas le goût qu'une personne totalement intoxiquée, en psychose, en dépendance, qui laisse traîner ses condoms n'importe où, puis ça, ou ses seringues n'importe où, puis que mon enfant soit exposé à ça, ou que mon enfant même puisse être en danger potentiellement, c'est-à-dire que cette personne traverse la clôture. Oui, je peux comprendre les craintes des parents. Maintenant, est-ce qu'il faut zoner? C'est une question très difficile parce que en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des zones industrielles où il y a personne et puis bon, on ghettoise les gens, c'est-à-dire on prend un mâle Mhm. puis on le met dans la même place. Est-ce que les enfants seront plus ou moins exposés? Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je travaille avec les mineurs, là. Ils en connaissent bien plus que leurs parents. Dès l'âge de 7 ans, là, ok? Dès l'âge de 7 ans, moi, j'ai des jeunes, là, sont déjà sur les réseaux sociaux. Alors, la génération, là, des 7 ans, à l'heure où on se parle, ne sont pas du tout ils n'ont pas du tout la même connaissance du monde que ceux de mes parents et de mes grands-parents. Mhm. La génération actuelle est extrêmement allumée aux, aux problèmes sociaux que nous avons. Ils sont extrêmement allumés. Pourquoi? À cause des réseaux sociaux. C'est sûr que la connaissance n'est pas la même dans toutes les familles parce qu'il y a des parents qui vont être beaucoup plus restrictifs au niveau des réseaux sociaux, vont pas permettre à des 7 ans d'être sur les réseaux sociaux. Techniquement, il ne devrait pas y avoir de 7 ans sur les réseaux sociaux, mais je peux vous confirmer Oui. qu'il y en a. Je vous le confirme. Et vous avez des 7 ans qui sont dans des jeux en ligne aussi. Je vous confirme. Et qui se mettent en situation de vulnérabilité, d'être avec des adultes, etc. Donc, outre le fait que les jeunes sont beaucoup plus allumés qu'avant, je peux comprendre l'inquiétude des parents. Maintenant, c'est une question, je vous dirais, plus d'ordre politique. Mhm. Doit-on zoner?
ou pas zoner. Je laisse ça aux politiciens de décider. Mais en tant que sociologue et criminologue, je vous dirais, les préoccupations des parents sont les mêmes que ceux dans le quartier des spectacles. Mhm. C'est-à-dire, lorsque tu mets ce genre d'organisation près d'une école, près de lieux d'habitation, euh, proches de garderies, etc., tu prends le risque qu'il y ait une confrontation sociale Mhm. entre deux solitudes. Et les deux solitudes ont tout à fait raison. Ils ont des arguments, des bons arguments de l'un et de l'autre. Et au fond, c'est la responsabilité des politiciens, du politique, de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien vivre ensemble. Mhm. Mais c'est ce que nous ne voyons pas actuellement. Et c'est ce qui fait que les citoyens n'en veulent pas dans leur cours. Parce que les politiciens, le politique n'a pas réussi à démontrer à la population qu'elle est capable de mettre ce genre d'organisation près d'eux, que ce soit des sites, que ce soit même des lotissements pour personnes itinérantes, etc., ou même des organisations qui s'occupent de personnes itinérantes, parce que c'est pareil. Mhm. Le problème, on l'a autant pour la toxicomanie que pour l'itinérance. Donc, ils n'ont pas encore réussi à démontrer à la population qu'on pouvait avoir ce genre d'organisation qui s'occupe de ces personnes-là près de chez nous sans que le bordel ne pogne. Mhm. Ils n'ont pas réussi à le démontrer. Alors, les gens, au fond, se disent, je regarde ce qui se passe à Montréal, je regarde ce qui se passe dans le quartier des spectacles, j'en veux pas chez moi. Mhm. Alors, à partir du moment où les municipalités ou même le provincial réussira à démontrer à la population, oui, ne vous en faites pas, ça va être chez vous, ça va être dans votre coin, mais on n'aura pas tous les méfaits Mhm. qu'on veut soi-disant réduire chez vous. Mhm. Parce que c'est ça. Il y a d'autres méfaits qu'on voit émerger lorsqu'il y a ces organisations-là près de, pas seulement d'écoles, de simples, comme on dit, de simples voisinages. Mhm. Et ça ne fonctionne pas. Par contre, moi, je vois certaines organisations dans certains voisinages et on ne le sait même pas. On ne sait même pas que par exemple, on a une maison pour jeunes en difficulté tout près de chez nous. On ne le sait pas parce que c'est discret. On ne sait pas, par exemple, qu'on a tout près de chez nous des maisons pour femmes violentées ou pour familles qui ont vécu de la violence conjugale ou familiale. On ne le sait pas. Mhm. C'est bien fait. C'est fait d'une telle et d'ailleurs c'est fait exprès. On ne veut pas. Pourquoi on ne peut pas avoir ce genre de site sans que ça fasse autant de bruit? Parce que c'est mal fait, Mhm. c'est mal préparé, c'est mal installé, c'est mal la manière dont ils le font ne fait émerger d'autres méfaits. Et parce que cette clientèle-là, elle est particulière et il faut elle a des besoins particuliers, elle a des réactions particulières, elle a des vulnérabilités, des risques particuliers qui nécessitent un environnement précis. Mhm. Et non pas qu'on le met n'importe où, n'importe comment, et qu'on dit aux citoyens, ben, tu vas vivre avec parce que tu fais partie de la catégorie qu'on a décidé d'étiqueter, non pas dans ma cour. Mhm. On est dans une époque où on catégorise les gens de manière exponentielle. Mhm. Dès que tu commences à avoir des idées un peu différentes du mainstream, de ce qu'on fait depuis les années 80, ben on est conspiracies, on vous taxe de complotistes, on vous taxe de non pas dans ma cour, etc. Donc ça aussi, il faut que ça change parce que je pense que les choses qu'on faisait dans les années 80, au 21e siècle, on peut penser un peu différemment et puis changer un petit peu les choses, les façons de faire, les améliorer, sortir de notre zone de confort, se dire comment on peut faire les choses différemment. Puis aller Mhm. voir ailleurs, hein. Ailleurs, il y a des Oui. choses qui se font, puis dans d'autres pays, et ils le font autrement, puis ça marche. Donc,
Va falloir que on apprend des autres aussi, ça serait une bonne chose. Tout à fait. Évidemment, on a beaucoup parlé de toxicomanie, d'itinérance et tout, parce que c'est là que la réduction des méfaits est née finalement. Mais il y a d'autres champs d'application et je vois que le temps file. J'aurais aimé vous entendre sur l'application de la réduction des méfaits par rapport à la prostitution. Donc, tout cet aspect-là peut-être est un peu moins connu, un peu dans l'ombre, mais pourrait mériter d'être éclairé. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est, de D'accord. comment c'est appliqué et puis quelles sont ses limites. Mm. Alors, en fait, aussi, cette approche-là est employée par certaines organisations, toutes, par certaines organisations, et les organisations qui l'emploient sont des organisations qui sont pour la légalisation et la réglementation de la prostitution. Ils partent pour principe que la prostitution est un travail comme un autre et qu'il faut simplement le gérer et gérer les méfaits euh, de type cohabitation, condom qui traîne, euh, mauvais clients, mauvais patrons, parce que pour eux, les proxénètes, c'est des patrons. Pour eux, les prostitueurs sont des clients. Vous comprendrez qu'au ton de ma voix, ce genre d'approche-là en prostitution, pour moi, c'est une aberration parce que on est avec la drogue, il faut comprendre. Dans la drogue, on dit que il y a un produit, ok, qu'un être humain consomme, et on part du principe que cette consommation-là amène toutes sortes de problèmes et de méfaits. Là, celui qui est consommé, c'est un humain. Mm. Donc déjà, à la base, l'analyse, elle est quant à moi totalement biaisée. Parce que si on part du principe que le produit est une femme, c'est majoritairement des femmes, un jeune homme d'une certaine catégorie, hein, qui a des vulnérabilités, des difficultés, et des enfants, Mm. c'est ça la réalité. Si on part du principe que ces trois-là, ces trois catégories d'humains-là sont des produits, pour moi, je pense que la charte des droits et libertés, on devrait la mettre à la poubelle. Dans une société qui a cette vision-là, on doit le mettre à la poubelle, cette charte-là. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier-là et toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes sans exception, même les personnes qui disent qu'ils n'ont pas eu de proxénète. Et ça, je tiens à le préciser parce que souvent on me dit, ouais, mais vous savez, il y en a qui le font par choix, ils en prennent plaisir, ils font de l'argent. J'en ai Mhm. qui étaient dans leur période qu'on appelle de lune de miel, où ça avait l'air très beau, etc. Toutes me disent, toutes et tous, hommes, femmes, me disent que quand je leur pose la question qui tue, c'est quoi pour toi la prostitution? Ils me répondent, la prostitution, c'est un viol tarifé. Parce que cette personne-là, si j'étais pas payée, j'en veux. Je veux pas être avec. Mm. Elle me dégoûte même. Toutes les personnes que j'ai, depuis plus de 20 ans que je suis dans ce métier, toutes ont des stress post-traumatiques. Mm. Toutes. À différents degrés. Lorsque je leur demande, euh, qu'est-ce que tu as le plus perdu pendant toute ta période prostitutionnelle ou avec ou sans proxénète? Donc, des femmes qui n'ont pas forcément eu de violence par rapport à un proxénète, ok? Ou des hommes qui disent avoir eux-mêmes, ils sont eux-mêmes allés dans ce chemin-là parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient plus où coucher, parce qu'ils, toutes sortes de raisons, ou parce qu'ils voulaient avoir du luxe, hein, aussi, il y a ça aussi. Et quand je leur demande, ben, ok, au bout du compte,
Moi, je le vois qu'ils ont des stress post-traumatiques. Ils le verbalisent aussi et on voit les symptômes. Et lorsque je leur, et certains ont des diagnostics, et lorsque je leur pose cette question, ils me disent tous, c'est comme si on m'avait, et là, à différentes façons, ils le disent, c'est comme si on m'avait volé mon âme. Mm. C'est comme si on m'avait sali mon âme. Et c'est drôle, hein. Moi, j'étais là, je disais, mais comment ça revient, ce truc? C'est comme si on m'a, c'est comme si je suis morte ou Mm. je suis mort. Alors, je veux bien, là, qu'on donne des condoms, là, puis qu'on aille dans les salons de massage où il y a pas mal de traites de personnes pour dire à des femmes, est-ce que vous avez des proxénètes ou est-ce que ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop varlopés? Je veux bien qu'on fasse ça, là. Je suis pas contre ça. Ça permet d'être en contact avec ces personnes, ça permet d'entrer dans des milieux parfois un peu plus complexes à entrer, mais on ne fera jamais croire, jamais, que des humains sont des produits ou que des humains sont des services. Je veux dire, parce que parfois ils jouent avec les mots, ils disent ouais non mais c'est pas un produit, c'est un service qu'on donne. C'est comme un service, c'est pas un produit. Ouais, mais le service que tu donnes, c'est ton corps qui est un produit. Mhm. Donc, on peut jouer avec les mots autant qu'on veut. Mais les mots sont importants parce que lorsqu'on dit travail, ben, le petit jeune de 13-14 ans et la petite fille de 13-14 ans qu'on va recruter sur les réseaux sociaux, lorsqu'on dit le mot travail, tu vas faire de l'argent, puis tu vas t'acheter des affaires, puis tu sais, c'est correct, là, c'est bien, là. C'est un travail comme un autre. Quand on dit ça, ben, dans la tête d'un jeune adolescent ou d'une adolescente, ça fait sens. Mhm. Parce que l'adolescence, c'est quoi? C'est la prise de risque, c'est les amis, c'est faire comme tout le monde, c'est socialiser. Et c'est maintenant la Gen Z, là, c'est vraiment ressembler à... Vous allez me dire, l'adolescence, c'est ressembler, hein, on veut tout le temps ressembler. Mais c'est pire, cette génération-là. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, Mhm. l'algorithme leur dit qui ils doivent être. C'est même plus eux qui décident qui ils vont être. C'est l'algorithme qui le décide pour eux. Et ce qui est triste, c'est que les proxénètes ont compris ça. Les prostitueurs qu'on appelle des clients ou clients abuseurs, moi j'ai du mal avec clients abuseurs parce que ça veut dire que on peut être client jusqu'à un certain niveau parce qu'il faut pas abuser. C'est complètement irrationnel d'avoir des mots comme ça. Quant à moi, ce sont des prostitueurs, c'est-à-dire des individus qui contribuent au système de violence qui est celui de la prostitution, qui est celui de l'industrie du sexe. Et dans ce temps-là, la réduction des méfaits, c'est une goutte d'eau dans un océan de problèmes. Mhm. Qu'on utilise la réduction des méfaits pour rejoindre les gens, aucun problème avec ça. Mais qu'on finance des organisations dont le seul objectif est de maintenir des femmes, des hommes, des adolescents dans la prostitution, moi, je vous le dis, on utilise l'argent des contribuables pour nourrir une machine et de l'autre bord, on donne de l'argent pour faire de la prévention Mhm. auprès des jeunes. Ça, pour moi, c'est schizophrénique. Il y a quelque chose de irrationnel là-dedans. D'un côté, on prend des centaines de milliers de dollars et même des millions de dollars qu'on met en réduction des méfaits en disant à des organisations qui font la promotion de la prostitution, on leur donne cet argent de nos taxes et impôts pour qu'ils maintiennent des femmes, des hommes, des adolescents dans la prostitution. Et de l'autre bord, on donne l'argent à des groupes qui veulent sortir ces mêmes personnes-là de la prostitution. Est-ce que vous voyez l'irrationalité dans ça? Ça, pour moi, ça s'appelle le nouï. C'est que j'ai pas assez de courage politique pour dire la prostitution, ce n'est pas un travail. C'est Mhm. une violence systémique faite envers les femmes,
les enfants et une certaine catégorie d'hommes qu'on dit achetable. À partir du moment où on dit ça, on ne finance qu'une seule affaire, celle de sortir les gens de la prostitution, en leur donnant tous les moyens pour. C'est ce que la Suède a fait. C'est un pays où on a en fait, il n'y en a pas de traite des personnes. Il y a encore un peu de prostitution, mais elle est extrêmement balisée, les personnes sont extrêmement aidées. Euh, les personnes ont des courtes périodes de prostitution parce qu'on les aide à s'en sortir. Les prostitueurs aussi sont aidés. Ils font des thérapies parce que c'est pas n'importe qui s'en va voir les personnes prostituées. Attention là, faut pas croire que c'est tous les hommes, c'est majoritairement des hommes, mais c'est pas tous les hommes. Il y a des femmes, mais c'est pas tous les hommes qui s'en vont aux prostituées là. Désolé, c'est une certaine catégorie d'hommes. Mhm. Et je vous dirais, au Québec, on a très peu d'études là-dessus. Il faudrait commencer à faire des études là-dessus. Il y a quelques études en Europe et on voit certains portraits d'hommes, des hommes qui sont addicts au sexe, par exemple, qui ont besoin de se faire soigner, des pédophiles, beaucoup de pédophiles ou des béphiles, donc des hommes qui veulent des adolescents ou des enfants. On voit des hommes qui ont peur des femmes. Pour eux, ils payent pour se dédouaner, pour pouvoir dominer. Il y a tous ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête dans une relation. Oui, il y a des hommes et une bonne partie des hommes qui vont voir les prostituées, ben, ils ont consommé beaucoup de pornographie. Mhm. C'est lié. Pornographie, prostitution, tout est lié. Alors, vous voyez, autant on peut appliquer la gestion des méfaits dans l'itinérance, autant dans la toxicomanie, autant dans la prostitution, c'est une aberration. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas faire du mur, du ton, tu sais, il y a une expression toujours qui m'échappe du Mur mur à sur mur. mur, comment on dit Mur ça? à mur. Du mur à mur. On peut pas faire ça. Je suis pas douée, moi, parfois, pour les expressions. On peut pas faire du mur à mur, comme vous dites, euh, parce que le phénomène n'est pas le même. Mhm. On ne peut pas le traiter de la même manière. Pour la prostitution, et qu'on se plaît à dire exploitation sexuelle, comme s'il y avait une différence entre exploitation sexuelle et prostitution. Je vous dis, on n'arrête pas de cliver les mots pour essayer d'être dans le noui. Ben, je suis désolée. Ce que ces personnes-là ont besoin, c'est pas de condom ou qu'on leur dit, ben voilà, écoute, t'as eu un mauvais client, t'as eu un mauvais boss. Non, c'est pas ça. Mhm. Elles veulent pas se prostituer. Ces personnes-là, elles veulent juste avoir une vie honorable comme tout le monde. Mais ils ont un background tellement hypothéqué qu'ils ont besoin d'aide. Mhm. Et puis, il y a celles ou ceux que on est dans ce nouveau, je dis pas phénomène, mais mutation du phénomène où on a glamorisé la prostitution, Mhm. banalisé, glamorisé la prostitution à tel point que les Gen Z trouvent ça normal Mhm. jusqu'à que ça leur arrive, jusqu'à que le trauma s'insère, jusqu'à que l'argent et le luxe ne fonctionnent plus, jusqu'à que la souillure et la blessure à l'intérieur se chronicisent. Et puis après ça, on sait plus quoi faire. Mhm. On se retrouve à l'IVAC, on se retrouve, certains se suicident. On parle pas trop de ça. On parle des personnes prostituées qui se font assassiner. On parle pas de celles qui se suicident. On en parle peu en tout cas. Mhm. Ceux qui consomment pour geler pour pouvoir continuer. Non, on vous parle de quoi? De la jeune étudiante qui fait ça pour les fins de semaine. Mhm. Ce qui représente 0,0000000000001%. On vous parle du jeune adolescent transsexuel qui se cherche et qui, par la prostitution, se retrouve Mhm. avec un gros trauma à la fin.
Vous voyez, ce sont ces cas atypiques qu'on va mettre dans les médias et qui, au fond, ne représentent pas le phénomène. Et il y a toute cette masse de femmes, d'hommes, d'enfants que nous, on reçoit, que d'autres collègues reçoivent, avec des stress post-traumatiques importants, que l'IVAC reçoit, que les CALAX reçoivent. Et on a encore de l'argent qui est gaspillé, mais pire, qui est brûlé avec des groupes qui amènent un contre-discours, qui amènent, qui maintiennent. Moi j'ai des femmes qui étaient avant dans ces organisations-là et qui me disent, j'étais danseuse, puis ils sont venus me voir. J'étais dans un salon de massage, ils sont venus me voir et je pleurais. Je leur demandais de m'aider à sortir de là. Ils m'ont dit, t'en fais pas, ma grande. T'as, t'as eu un mauvais client aujourd'hui ou tu as eu un mauvais boss. Et nous, on paye pour ça. Mm. Pour moi, ça, c'est une aberration du système. Mhm. Écoutez, je vois que le temps file. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je vous remercie sincèrement pour cette belle discussion. Je vais Ça me fait grand retenir qu'il plaisir. faut prendre soin de notre âme et prendre soin de l'âme de nos confrères, consoeurs, notre famille. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'est très gentil et apprécié. Avec grand plaisir. Et si vous avez d'autres sujets d'intérêt, ça va me faire plaisir de venir parler à vos auditeurs. Oui, assurément, on avait un gros programme, donc il pourrait certainement y avoir une prise 2. Merci. Avec plaisir. Au Au revoir. revoir.